Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, leur place n'est pas dans la rue. Ceux qui y sont seront retirés. Ils vont bénéficier de toute l'attention nécessaire. L'opération Zéro enfant dans la rue est en cours. La ministre Nassénéba Touré a recueilli plus de 30 enfants ce samedi. Ils sont pris en charge par les services du ministère de la Famille. Et le gouvernement veille aussi au respect des prix des denrées sur le marché. Un supermarché est dans le viseur du ministère du Commerce. Le centre commercial situé à Cocody a pratiqué la vente subordonnée. Une convocation remise aux responsables de l'établissement qui risque une amende de 50 millions de francs CFA. Le dossier de ce soir suivre donc dans ce journal. On ira au Congo. Il y a une communauté d'Ivoiriens là-bas à Brazzaville. Ils ont réussi leur intégration dans les tissus professionnels de leur pays d'accueil. Ces compatriotes exercent dans divers secteurs d'activité. On le verra. Ils sont nombreux à exceller dans leur domaine. Et puis en Somalie, le bilan s'alourdit après l'attaque des islamistes à Mogadiscio. Au moins 21 personnes tuées et 117 blessées selon les autorités, sans 6 otages libérés, principalement des femmes et des enfants. L'attaque a pris fin samedi soir, place au ratissage. L'opération Zéro enfant dans les rues se poursuit. La deuxième édition, c'était ce samedi. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassénéba Touré, a retiré 31 enfants dans les communes de Makori et de Cocody. Ils vont bénéficier d'une prise en charge sanitaire, psychologique et socio-professionnelle. On voit le reportage d'Evelyne Yoboué et Franck Quadio. Nous sommes à la deuxième phase de l'opération Zéro enfant en situation de rue. La scène se déroule dans la commune de Makori. Cette fois sont ciblés par les services du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, les enfants mendiants. En pleine activité auprès de leurs parents, les enfants sont surpris par la ministre Nassénéba Touré et ses collaborateurs, pourtant venus leur apporter assistance. Ce phénomène-là est grandissant à Abidjan et c'est un phénomène néfaste. Un, pour les enfants, parce que la place des enfants, ce n'est pas dans la rue. Et ces enfants-là sont exploités dans la rue à faire des travaux, à demander de l'argent. Saisis, ces enfants sont dans un premier temps acheminés dans ce centre d'accueil situé à Makori pour une visite médicale, suivie d'une audition en vue de détecter la cause responsable de leur situation. Nous les retirons dans nos centres. Ceux qui sont seuls peuvent être réintégrés dans le cocon familial. Et ceux qui n'ont pas de famille, comment est-ce qu'on peut d'abord avoir une prise en charge holistique, c'est-à-dire psychologique et médicale de ces enfants. C'est le 27 juillet dernier qu'a démarré l'opération Zéro enfant en situation de rue. Kader fait partie des enfants déjà sortis de la rue. Moi, j'étais à la maison. On m'a mis au travail, au studio. Mon patron, il était mauvais, il était méchant. Ça gros, c'est une fille pour venir dans la rue. Je suis content d'être là. Il veut aller à l'école, il ne veut pas partir à la maison. Cette deuxième phase de l'opération, Zéro enfant en situation de rue, qui a permis le retrait de 31 enfants mendiants et 15 adultes accompagnateurs, s'éteint également à la commune de Cocody. L'opération Zéro enfant dans les rues, c'était un reportage d'Evelyne Yoboué et Mama Traoré. Allons à présent à Tiapa, c'est dans la sous-préfecture de Ouagaïo. L'association des ressortissants en France veut prendre une part active dans la cohésion sociale du village. Ils se sont retrouvés afin de consolider ce vivre ensemble, la fraternité et les actions de développement. Le ministre de la Réconciliation, Kwadio Konan Bertin, s'est réjoui de cette initiative qui renforce la paix. Il y avait fête à Tiepa, un village de la sous-préfecture de Ouagaïo dans le département de Gagnoa, région du Go. La raison, le retrouvailles entre fils et filles de la diaspora et ceux restés au pays. À chaque fois qu'on se retrouve, c'est pour pleurer. Et cette fois-ci, on veut célébrer la vie. Donc on est tous là. L'acte que mes enfants qui sont partis en catimini en Europe et qui reviennent pour que le village se retrouve, amorce son véritable développement, c'est un sentiment de joie qui m'anime. Les enfants venus de France, unis au sein de l'association des ressortissants de Tiepa en France, Artif, ont saisi cette occasion pour réhabiliter un bâtiment de l'école du village et surtout offrir un logement décent d'une valeur de 9 millions CFA à son directeur. Vous voyez, c'est une maison qu'on trouve pratiquement en ville. Aujourd'hui, c'est une maison qui a été transplantée dans ce village. Je pense que c'est la joie. C'est la joie qui nous anime.
quand les enseignants sont dans de bonnes conditions, ils donnent des bons enseignements et les enfants en bénéficient et ils seront demain les cadres du pays. Un don qui vient renforcer la solidarité entre ressortissants, mais surtout contribuer au développement de Tiepa avec une école, un exemple de cohésion et d'union participative. Cette action de la diaspora réjouit le patron de ces retrouvailles, Kwadjo Konan Bertin, ministre de la Réconciliation nationale. Aujourd'hui, le poids des Ivoiriens en diaspora est important. Plus d'1 million d'Ivoiriens, ce n'est pas à négliger. Nous sommes là pour encourager nos parents à vivre ensemble, à cultiver l'union, l'unité, la cohésion, parce que plus rien ne sera possible au peuple de Côte d'Ivoire s'il n'est pas uni. Les fils et filles unis de Tiepa s'engagent à moderniser leur village et à sortir les femmes et les jeunes de la précarité à travers des activités génératrices de revenus. On se rend à présent au Maroc pour parler de la protection des espèces marines. Les pays africains vont parler désormais d'une même voix. Ils ont décidé de défendre cette ressource. La conférence ministérielle sur la coopération halieutique entre les États africains riverains de l'océan Atlantique se sont réunis à Tanger. Cette réunion préparatoire a été ouverte par Sidi Tchemoko Touré, président du Conseil des ministres de cette organisation. Le reportage de Jean-Luc Bango. Les perspectives de développement de la coopération bilatérale dans les domaines de la pêche ont été au centre de cet entretien. Les deux ministres ont mis en relief la nécessité de la convergence des vues des deux pays, notamment via l'échange d'expériences et d'expertise. Sur des sujets extrêmement importants de protection des ressources, sur toute la question donc de modernisation du secteur de la pêche, sur la question de la valorisation pour que ce secteur puisse jouer encore son rôle important sur le plan social, mais sur le plan surtout de la sécurité alimentaire. Le ministre ivoirien est au Maroc dans le cadre de la conférence ministérielle sur la coopération halieutique entre les États africains riverains de l'océan Atlantique, COMAFAT, un organe qui permet de discuter des différents sujets d'intérêt pour la pêche en Afrique. Le Maroc assure un leadership très important puisque le siège se trouve ici au Maroc pour le fonctionnement de cette organisation. Nous sommes venus remercier M. le ministre pour tout le concours et l'appui que le Maroc apporte à l'Afrique à travers la COMAFAT, mais aussi ce concours permet à l'Afrique de parler d'une seule voix dans les différentes discussions au niveau international sur les sujets de pêche. Sidi Touré s'est ensuite rendu à Bouznika, près de Rabat, pour visiter les installations du Centre de coordination et de recherche maritime MRCC, l'entité nationale chargée d'assurer les services de recherche et de sauvetage au profit de personnes se trouvant en détresse en mer. En matière de coopération, nous nous attendons très bientôt à ce que dans un échange de ressources humaines, nos collaborateurs en Côte d'Ivoire et certainement d'autres administrations puissent bénéficier de cette large expérience du centre de sauvetage ici au Maroc, mais aussi d'acquisition de matériel avec bien sûr la bénédiction du Royaume du Maroc tel qu'envisagé, en l'occurrence l'envoi peut-être prochain d'un navire de recherche dans nos eaux pour pouvoir nous permettre d'avoir la cartographie de nos eaux profondes. Le MRCC est né en mars 2013 d'un accord multilatéral entre les pays de la sous-région nord-africaine et les pays de la sous-région ouest-africaine qui ont confié au Maroc la mission de coordination du sauvetage des vies humaines en mer dans la région ouest-africaine. Ici en Côte d'Ivoire, il y a ce supermarché dans la commune de Cocody qui court le risque d'une amende de 50 millions de francs CFA. Ce centre commercial a pratiqué une vente subordonnée. C'est l'achat supplémentaire imposé à un client pour un produit. Les agents du ministère du Commerce ont donc remis une convocation aux responsables de l'établissement. Le point avec Dangui Dangui. Riviera Palmeraie, route de Bingerville. Un supermarché reçoit la visite inopinée des agents du ministère du Commerce ce dimanche matin. Des échanges parfois houleux avec le responsable des lieux. Visite des rayons, appels téléphoniques, remise de convocations. De quoi s'agit-il? Nous avions été saisis d'une plainte d'une cliente. Pour pouvoir acheter l'huile de 25 litres, il faut faire des achats supplémentaires à hauteur de 25 000, ce qui est interdit par nos tests. Ici, il s'agit d'une vente subordonnée qui est sanctionnée par les tests
de loi sur la concurrence. Le responsable du supermarché n'a pas souhaité répondre à nos questions. Je vais répondre à cette convocation pour me défendre, a-t-il annoncé devant les agents du ministère du Commerce, décidé à faire respecter la réglementation relative au commerce partout en Côte d'Ivoire. Dit aux commerçants que la lutte contre la cherté de la vie en Côte d'Ivoire est une réalité. Les agents du ministère du Commerce sur tout le territoire national sont sur le terrain. Ce supermarché soupçonné d'avoir pratiqué une vente subordonnée risque jusqu'à 50 millions d'amendes selon les agents du ministère du Commerce. Et on parle d'entrepreneuriat avec cette initiative du conseil municipal de Yopougon. Le projet Chap Chap est mis en œuvre depuis 6 mois. Des jeunes et des femmes ont bénéficié de soutien pour mener à bien leurs activités. Aujourd'hui, il y a des résultats positifs. Les autorités de la commune annoncent même l'extension du projet. Frédéric Oulaï, Walter, Amadou Ouattara. Phase expérimentale du projet Chap Chap. Une cinquantaine de charrettes aux jeunes et femmes en vue de la vente du hamburger. Le projet Chap Chap, porté par une entreprise de la place et le réseau des associations des femmes actives d'Afrique, entend inciter la jeunesse à l'entrepreneuriat, ainsi favoriser l'autonomisation des femmes. C'est une action très dynamique pour véritablement freiner l'oisivité et freiner également les vices de dépendance et amener véritablement les jeunes à être autour des activités. C'est une opportunité pour moi de pouvoir entreprendre. Avec les revenus, je compte investir et pouvoir agrandir encore mon commerce. Représentant le maire Gilbert Kafana Kone, Issifou Koulibaly, premier adjoint au maire, a indiqué que des mesures sont prises pour soutenir le projet. L'autonomisation aussi des uns et des autres passe par ce genre d'activité. Sur accord du ministre d'État Kafana, maire de la commune de Yopougon, nous avons exonéré des taxes les premiers bénéficiaires de ces projets pour permettre à leur activité de prendre du volume, de bien se bonifier avant qu'on les soumette à une certaine pression fiscale. Instrument d'aide et de prise en charge, les populations ont traduit leur reconnaissance aux initiateurs par l'exécution des pas de danse. On s'intéresse à la Covid-19. Attention à cette pandémie encore active. Voici les chiffres de ce dimanche. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce dimanche 14 nouveaux cas de Covid-19, 60 guéris et 0 décès. À la date du 21 août 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 86 454 cas confirmés, dont 85 525 personnes guéries, 817 décès et 112 cas actifs. Au total, 18 178 978 doses administrées contre la Covid-19. La Côte d'Ivoire a une nouvelle chaire UNESCO, elle est dénommée Anticipation, Prospective et Territoire Durable. Cette 4e chaire est située à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Pour parler de ce que gagne le pays, Hamza Diaby a reçu le titulaire, Dr Sylvestre Kwasi Kwame, à 13h. C'était dans le magazine du dimanche. Voici un extrait de l'entretien. Nous avons avant cette nouvelle chaire 3 chaires UNESCO. Donc la chaire UNESCO Anticipation, Prospective et Territoire Durable. Sa spécificité, c'est qu'elle est dédiée entièrement à l'anticipation, à la prospective et aux sciences des territoires. C'est la première chaire UNESCO, et le président de l'université l'a dit tout à l'heure, la première chaire UNESCO dédiée à la prospective en Afrique noire francophone. Mais pourquoi anticipation, prospective et territoire durable? Vous savez, contrairement aux périodes antérieures qui étaient marquées par la stabilité, la linéarité, voire les invariances, la période actuelle, la seule certitude, c'est que ce sont les incertitudes, parce que nous avons une période marquée par beaucoup de ruptures, des incertitudes de tout genre, et nous voyons la situation avec évidemment la crise de la Covid. Dans un contexte pareil, si vous n'avez pas de capacité d'anticipation, vous serez confronté continuellement à la gestion des urgences. Or, comme le disait Talleyrand, quand il est urgent, c'est qu'il est déjà trop tard. Et pour anticiper, la prospective, à travers ces méthodes et ces approches, nous permettent de voir loin, de voir ensemble, de voir autrement, ce qui est différent des approches jusque-là utilisées qui s'avèrent de plus en plus insuffisantes. Donc, pour nous, en tant que géographes,
le territoire est le meilleur cadre pour pouvoir évaluer la pertinence et l'efficacité des politiques publiques qui sont mises en œuvre. À partir de ce moment, nous avons décidé d'intituler cette chaire « Anticipation, prospective et territoire durable » en partant du principe de départ selon lequel, évidemment, si nous plaçons la prospective et l'anticipation au cœur de l'action de la gouvernance des territoires, cela rendrait nos territoires beaucoup plus durables et une gestion beaucoup plus prospective. Sur les récents événements entre les jeunes Ndoussi, un mort et plusieurs domiciles et commerces incendiés, le député Charles Niaouré était aux côtés des familles sinistrées. Une visite pour exprimer sa compassion et sa solidarité. On le voit avec Abou Sanogo. Charles Niaouré, député d'Ndoussi-Boulville, aux côtés des familles sinistrées et des familles des victimes des derniers événements qui ont troublé la quiétude et la tranquillité de cette localité du département de Tiassali. Objectif de cette visite, leur exprimer sa solidarité et sa compassion tout en les appelant au calme. Le député d'Ndoussi-Boulville les a visités, les mains chargées de vivres. Une fois de plus, nous voudrons lancer un appel à la paix, à la cohésion et à l'union à tous les enfants de Ndoussi. Aux côtés de l'action des forces de police et de gendarmerie, nous, en tant que fils de Ndoussi, notre travail, c'est de sensibiliser à la bonne cohabitation, c'est de sensibiliser à ce que Ndoussi soit toujours dans le calme et dans la paix, mais en ce moment, c'est d'être aux côtés de toutes les victimes pour leur dire qu'elles ne sont pas seules. Un geste fort apprécié par la chefferie traditionnelle, les victimes et leurs parents. Je suis vraiment content parce que, d'une part, quand tu es dans la douleur, ton premier voisin qui vient te rendre visite, en tout cas, c'est louable. Je viens encore pour remercier les autorités de Ndoussi. Un appel à la cohésion, à l'unité et au pardon. Les populations de Ndoussi qui ont renoué avec le calme se sont donc engagées à tourner cette page sombre et à penser au développement de leur localité. Nous sommes cette fois dans le département d'Alépé. Fosseni Dambélé, le directeur général de la RTI, est fait fils du village de Dabré. Baptisé au Koué Auguste, il est désormais membre de la génération Doubor et il s'est engagé à participer activement au développement de la localité. C'est le reportage de Frédéric Gorebi, Godefroy au Kambawa. 5e jour du Festigua 2022. 2e édition. Chants, danse, rythme et folklore du riche patrimoine culturel goua sont de la partie. Une célébration qui se tient à Dabré dans la sous-préfecture de Oglapo, département d'Alépé. Cette 5e journée, dédiée aux costumes et parures du peuple goua, s'est déroulée en présence du directeur général de la RTI, Fosseni Dambélé, parrain de cette édition du Festival des Arts et de la Culture goua Festigua. Pour Maître Diamant Dominique Alain, initiateur, il était temps de lever un coin de voile sur les Goua et ce qui fait leur particularité. Le parrain de cette 2e édition du Festival des Arts et de la Culture Goua est honoré du choix porté sur sa personne. Il prend alors l'engagement d'œuvrer à l'enracinement et au rayonnement du Festigua. Ensemble, nous allons travailler à faire grandir le Festigua. Dabré et toute la sous-préfecture désormais devront être inscrits dans le calendrier des festivals dans notre pays. Et comme on va à la Bissa à Grand Bassam, au Popo à Bonois, comme on va dans les festivals dans l'Indiennier Djouablin, à Korogo, à Bundialé, à Tanda, à Bondouko, les Ivoiriens vont se donner désormais rendez-vous ici à Dabré pour le festival. Cette journée, qualifiée d'exceptionnelle par le comité d'organisation du Festigua, a été agrémentée par un défilé de costumes en pays goua. Les différentes époques sont revisitées de l'avant à l'après-indépendance. Démarré depuis le samedi 13 août, le Festigua 2022 referme ses portes le 21 août prochain. Et les vacances sur la RTI, on ne s'ennuie pas du tout avec une variété de programmes, du divertissement pour les enfants avec par exemple Oiseau Vacances. Cette émission à succès qui a plus de 30 ans, Oiseau captive, crève l'écran et fait tout simplement frémir le cœur de nos vacanciers. Voici un voyage dans cet univers féerique pour les enfants avec Serge Parcom-Didi et Serge Coléa. C'est l'émission culte des vacances chez les enfants de 3 à 15 ans. Oiseau Vacances, émission phare de la RTI, la radiodiffusion télévision ivoirienne,
fait rêver les tout-petits. Et lorsque l'animatrice vedette Tata Naomi donne le ton, où sont les fans de Wozo? l'effervescence est totale. Salle comble et joyeuse, des enfants avec des étoiles plein les yeux. Je suis venue avec ma tante, avec mes frères et sœurs. Ce que j'aime plus, c'est le playback. La folie de Wozo gagne même les parents et accompagnateurs. Nous avons des vacancières qui sont quittés en Amérique. Elles voulaient participer aussi à l'émission, voir l'ambiance. Wozo Vacances draine tout simplement du monde. Pour vivre ces merveilleux moments, il faut passer par l'étape de l'achat des tickets. Mardi 16 août 2022, Cocody Vallon, dans les locaux de RTI Publicité. Nous sommes à la veille de la première demi-finale. Tout le monde veut offrir à ses enfants ou aux vacanciers le précieux sésame pour avoir accès à la salle Anoumambo. La vente des tickets se fait en fonction du nombre de personnes sur le site. Quand il y a une forte affluence, nous commençons à partir de 3 tickets. Et quand il y a moins d'affluence, on peut aller à partir de 5 tickets. 3000 tickets mis en vente à chaque manche pour une salle qui peut accueillir 4000 personnes. Cela pour permettre aux tout petits de vivre Wozo dans de bonnes conditions. Nous sommes le mercredi 17 août 2022. Les tout petits dont les parents ont pu se procurer des tickets sont aux anges. Ils sont tout heureux de retrouver Tata Naomi et d'être témoins des instants magiques de Wozo Vacances. Il y a une belle ambiance. Les enfants, les parents se déplacent nombreux et les groupes rivalisent de talons sur le podium. Vive Wozo Vacances. Wozo Vacances se vit dans les ménages à travers le petit écran. La RTI a déployé tout le dispositif nécessaire pour assurer la retransmission en direct. Personne ne veut se faire compter. Wozo Vacances. On regarde trop bien le Wozo. On danse, on voit les shows là-bas. Wozo, c'est doux. Ici, les enfants de plusieurs familles sont réunis dans un domicile. Une sorte de communion pour vivre Wozo comme s'ils étaient au Palais de la Culture. 34 ans après la première émission diffusée sur les antennes de la RTI, Wozo Vacances est devenue véritablement l'émission qui bat tous les records d'audience et d'affluence. En salle, comme à la maison, l'intérêt du public et des téléspectateurs est le même. Des manches éliminatoires à la finale, le mercure monte. Ils seront encore nombreux ce mercredi 24 août pour la finale de l'édition 2022 de Wozo Vacances. Et en attendant, je vous emmène au Congo. Il y a une communauté ivoirienne là-bas, à Brazzaville, au pays de la sapologie. S'il y a bien une chose que les Ivoiriens ont réussi, c'est leur intégration dans le tissu professionnel. Ces compatriotes exercent dans divers secteurs d'activité. On le verra, ils sont en plus nombreux à exceller dans leur domaine. Nos reporters ont rencontré quelques-uns dans la capitale congolaise. Congo-Brazza, une intégration ivoirienne réussie. C'est un dossier Sidonie Davila, Kéry Adama. Le Congo-Brazza est un pays d'Afrique centrale. C'est dans cet état forestier qu'Ibrahim Sidibé a décidé de poser ses valises il y a de cela 18 ans. Le projet, c'était d'aller en Angola. J'avais des amis en Angola. Donc, arrivé ici, je suis resté, j'ai aimé le pays et je suis resté au Congo. À son actif, une quincaillerie, une menuiserie, toutes deux situées au quartier Nkombo à Brazzaville. Ibrahim Sidibé emploie près de 20 personnes dans sa menuiserie. Je vais commencer par l'établissement, comme c'était les planches, seulement les planches. Et après, l'idée de la quincaillerie, la menuiserie, on est allé en société. L'aventure, c'est le sérieux. C'est d'avoir plus de courage, ne pas choisir le métier. Tout ce que tu trouves comme du travail, il faut le faire. À l'instar d'Ibrahim Sidibé, Julie s'est installée au Congo sans grande difficulté. Styliste modéliste, cette Ivoirienne trouve son bonheur dans ce business florissant. Ça n'a pas été facile d'abord sur le plan financier. Sur le plan financier, parce que dans le business, il y a des hauts et des bas. S'installer,
ça englobe beaucoup de choses, ça englobe les machines et tout. Et ici, pour pouvoir bien fonctionner, il faut un groupe électrogène. Voilà. Donc, quand la famille t'accueille et que la famille te donne des éléments de base, c'est-à-dire, bon, un endroit où résider et tout, ils ne vont pas tout te donner. On te donne le minimum pour pouvoir t'orienter. Voilà, maintenant, à toi de te battre. Au Congo-Brazza, on retrouve de nombreux Ivoiriens dans différents secteurs d'activité. Au petit bonheur, la chance, Ismaël est devenu le propriétaire d'une blanchisserie. Compte tenu que je suis ivoirien, bon, il faut que je me bats moi-même pour survivre. Donc c'est ça, je me suis battu. Et Dieu a fait grâce, je me suis retrouvé là. Avant d'arriver aussi là, j'avais aussi ouvert pour moi-même proprement. Mais comme ça n'a pas marché, comme on dit toujours, les échecs font partie de la vie. Le transport, un autre secteur dans lequel des Ivoiriens gagnent leur pain au Congo. On a déjà habitué depuis au pays. Depuis au pays, c'est le métier que nous faisons. Et c'est le même métier aussi, on est venu exercer ici au Congo. Voilà, donc ce n'est pas ma forme qui compte, mais c'est l'expérience. Parce que nous roulons les voitures particulières. On n'a pas eu la chance d'avoir le travail dans des grandes sociétés. On travaille pour les particuliers. La mécanique automobile n'a plus de secret pour Danyogo Moussa. Ce passionné de voitures est installé à son propre compte depuis 2016. Son garage à Brazzaville accueille toutes sortes de voitures. Je travaille chez quelqu'un. Puisque je suis venu, en venant au Congo, tu ne peux pas venir directement aller t'installer quelque part. Il faut d'abord faire quelque temps avec quelqu'un pour te faire connaître un peu avant de sortir pour aller faire pour toi. J'ai fait au moins 1 an et demi avec lui. Après, maintenant, j'ai trouvé mes matériels, je me suis installé maintenant de mon propre compte. Loin de leur pays, des Ivoiriens venus à l'aventure tissent un lien fort d'entraide et de solidarité. Quand on se retrouve des jeunes dans le même endroit, on se donne les conseils, comment il faut pour avancer, pour ne pas se mettre dans des trucs qui ne sont pas bons. Dans la capitale, Brazzaville, vivent près de 500 personnes. À une échelle plus élargie, les Ivoiriens au Congo forment une communauté forte d'environ 3000 membres. Depuis que le corona a fait surface, nous n'avons pas eu une assistance, alors que nos entreprises ici ont pris un coup. Un appel pour que l'État de Côte d'Ivoire puisse penser un peu aux entreprises ivoiriennes qui sont sur le territoire congolais. D'Abidjan à Brazzaville, environ 6 heures de temps à vol d'oiseau. Les Ivoiriens au Congo ne manquent pas d'ambition. Ils sont engagés à fond dans leurs différentes activités et cela porte fruit. Congo-Brazzaville, une intégration réussie, c'était un sujet de Sidonie Davila et Pierre Adama. Le reste de l'actualité à suivre, c'est le tour du monde de l'information pour voir les dominantes de l'actualité de cette semaine écoulée. C'est dans le 7 sur 7 avec Éric Goré. Au Kenya, la commission électorale indépendante a annoncé ce lundi William Ruto vainqueur de la présidentielle avec 50,49% des suffrages exprimés contre 48,86% pour Raila Odinga. Plusieurs membres de la commission se sont désolidarisés de ces résultats. L'Iran a démenti son implication dans l'attaque contre l'écrivain britannique d'origine indienne Salman Rushdie. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Nasser Kanani a déclaré lors d'une conférence de presse à Téhéran que personne n'a le droit d'accuser la République islamique en ce sens. Salman Rushdie avait été poignardé vendredi alors qu'il se trouvait sur la scène d'une institution américaine à New York pour donner une conférence. L'expert indépendant sur les droits humains mandaté par les Nations Unies, le Sénégalais Alioune Tine a présenté ses conclusions à l'issue d'une visite au Mali où il a rencontré plusieurs ministres du gouvernement malien de transition ainsi que des représentants de la société civile et des diplomates. Alioune Tine a déploré l'augmentation des violences faites aux civils et la restriction des libertés civiques. Au Sénégal, Ousmane Sonko annonce sa candidature à l'élection présidentielle de 2024 avant de dérouler sa feuille de route pour les 18 mois à venir. C'est sa première sortie depuis la publication des résultats des élections législatives la semaine dernière qui ont permis à l'opposition d'obtenir 80 sièges à l'Assemblée nationale contre 82 sièges pour la coalition présidentielle.
Des islamistes Chebab ont attaqué un hôtel de Mogadiscio où des échanges de coups de feu nourris ont eu lieu entre les forces de sécurité et les djihadistes. Le dernier bilan fait état de 21 morts. Plusieurs fois repoussé, le dialogue national inclusif s'est ouvert ce 20 août à N'Djamena au Tchad. Ce sont quelques 1400 délégués, membres de syndicats, de partis politiques et du Conseil militaire de transition qui prendront part pendant 21 jours à ces discussions sur la réforme des institutions et d'une nouvelle constitution. Ces pourparlers sont censés déboucher sur des élections démocratiques permettant le transfert du pouvoir aux civils. La dépouille mortelle de l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos, décédé en Espagne au mois de juillet dernier, a été rapatriée à Luanda au moment où une campagne tendue s'achève pour les élections générales du 24 août prochain. Et ajoutons dans le reste de l'actualité qu'en Somalie, le bilan s'alourdit après l'attaque des islamistes à Mogadiscio. Le ministère de la Santé annonce qu'au moins 21 personnes ont été tuées et 117 blessées selon les autorités, 106 otages libérés, principalement des femmes et des enfants. L'attaque a pris fin samedi soir et les combats entre les Chebab et l'armée somalienne ont duré 30 heures. Un pan de l'hôtel Hayat a été détruit. Les forces de l'ordre procèdent en ce moment au ratissage. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h. Demain 20h, retrouvez Fatou Fofana. On se quitte avec ce que dit le sage ce soir. Quelquefois, des chasseurs ont la langue plus habile que la main. Je vous souhaite une fructueuse semaine.